Laurent Alexandre, bonjour. Bonjour. David Angevin, bonjour. Bonjour. Un grand merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. On est très content d'être là. Alors, on se rencontre pour votre actualité, L'homme qui en savait trop. C'est un roman chez Robert Laffont. C'est pas le premier que vous écrivez ensemble. Vous en avez déjà écrit deux, qui s'appellent Google Démocratie pour le premier et Adrien Humain 2.0, qui ont été sortis chez un autre éditeur. Aujourd'hui, votre actualité, L'homme qui en savait trop. Et cet homme, il s'agit d'Alan Turing. Pourquoi vous vouliez parler de lui? Laurent, j'y vais. Alan Turing, alors, pour nous c'est une évidence parce qu'on aime la technologie, on aime tout ce qui découle de la technologie, on aime l'histoire, on aime la géopolitique, et Turing, c'est l'homme le plus important du XXe siècle sur tous ces sujets. C'est-à-dire que Alan Turing, c'est l'inventeur de l'informatique, c'est l'homme qui a réussi à décrypter Enigma, la machine de codage allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et grâce à ça, on a pu écourter cette guerre mondiale de plusieurs années. Et Alan Turing, c'est aussi l'homme qui a prophétisé l'intelligence artificielle, qui a imaginé ce monde numérique dans lequel on vit. Donc c'était un personnage vraiment très important pour nous à tous ces égards. C'est le premier individu qui a eu l'intuition que l'ordinateur, que l'intelligence artificielle allait dépasser le cerveau biologique humain un jour. Et on se rend compte qu'il est en train d'avoir raison. À partir de quoi vous dites ça, que vous vous rendez compte qu'il est... La puissance informatique ne cesse d'augmenter. La puissance des serveurs informatiques, elle a été multipliée par 1 milliard depuis 31 ans. Donc on est en pleine phase de l'explosion des ordinateurs. Et aujourd'hui, la perspective d'une intelligence artificielle supérieure à l'intelligence humaine est assez proche. D'ailleurs, le 12 janvier dernier, il y a une lettre ouverte qui a été écrite par 150 scientifiques internationaux appelant à la prudence et à l'encadrement de l'intelligence artificielle. On voit bien que pour les savants spécialisés dans le sujet, l'hypothèse d'une intelligence artificielle qui dépasse, voire qui devienne hostile à l'intelligence humaine, est quelque chose à prendre au sérieux dès à présent. Quand vous avez travaillé ce livre ensemble, est-ce que vous avez appris de nombreux éléments nouveaux concernant la vie d'Alan Turing? Oui, bien sûr. D'abord, la vie de Turing est très compliqué, il n'y a pas énormément de sources parce que Turing n'était pas un personnage public, c'était un personnage caché. C'est quelqu'un qui travaillait pour les services de renseignement britanniques et donc beaucoup de sa vie, beaucoup des éléments biographiques de Turing étaient en fait cachés et n'ont été révélés que progressivement ces dernières années. D'ailleurs, quand Turing est mort en 54, en juin 54, ça a fait en tout 2 lignes dans les journaux locaux à Manchester. Pour une raison simple, c'est qu'il travaillait pour les services secrets et que personne n'avait la moindre idée, même ses parents, de ce qu'il avait fait pour l'Angleterre et les Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était un personnage de l'ombre. En fait, ce qu'on explique dans ce livre, c'est en quoi finalement la Deuxième Guerre mondiale s'est gagnée avec le cerveau et pas seulement avec les armes comme le pensent les gens. C'est pas simplement le débarquement en Normandie. C'est un jeu d'échecs, la Deuxième Guerre mondiale. C'est un jeu d'échecs d'une machine contre une autre machine. Et cette machine Enigma allemande a été battue par une autre machine inventée par Alan Turing. Alors, votre roman, je l'ai lu, et au tout début, ce roman, il ne commence pas dans le passé, on est dans le futur, pour nous parler du passé. Oui, parce que nous partons de Google et de Sergey Brin, qui est l'un des cofondateurs de Google, et qui est fasciné par l'intelligence artificielle. Et nous imaginons que Sergey Brin, dans le futur, est interpellé par l'intelligence artificielle de Google qui veut connaître ses origines, puisque Google, le moteur de recherche, et l'intelligence artificielle qui va en découler dans les décennies qui viennent, a comme père Alan Turing. Et nous imaginons qu'elle réclame à connaître les origines de son père, de son géniteur, qui est Alan Turing. Comment vous est venue cette idée? Sergey Brin, c'est notre personnage récurrent dans nos livres. C'est un personnage fascinant. C'est probablement l'homme le plus puissant du monde déjà aujourd'hui. Et sa passion pour l'informatique, l'intelligence artificielle, elle est née avec Turing. Donc on a fait le lien de manière toute naturelle finalement. Bien sûr. Donc ce livre, c'est une enquête. C'est un thriller, c'est une enquête demandée par l'intelligence artificielle qui cherche des datas, des données, des informations sur la manière dont Turing a disparu des écrans radars, soi-disant suicidé. Bon, il y a différentes thèses qui circulent, et nous,
Notre idée, c'est de reconstituer le puzzle. On s'est beaucoup documenté et on a essayé de donner une version plausible des circonstances très bizarres de sa disparition en pleine guerre froide, en plein macartisme, en pleine paranoïa anticommuniste. Et c'est le fil rouge du livre, c'est cette enquête sur Turing. Alors justement, une question plus aux auteurs là, que j'ai envie de vous poser. Comment avez-vous travaillé ensemble? Comment on a écrit un livre à deux? C'est une histoire ancienne, puisque c'est notre 3e bouquin sur l'intelligence artificielle, Google et les nouvelles technologies. Et donc on s'est rodé progressivement, chacun avec nos spécialités, mais on s'est rapprochés et on est devenus tous les deux geeks spécialistes de l'intelligence artificielle progressivement, parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille sur l'intelligence artificielle ensemble. Oui, et puis ça fait très longtemps qu'on s'intéresse à la vie d'Alan Turing, qui est absolument incroyable. Le fait que le grand public ne connaisse pas ce personnage, c'est absolument dément. Il devrait y avoir des avenues, des places Alan Turing, des stations de métro Alan Turing. Or, il n'y a rien, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et donc justement, là, avec ce bouquin, moi c'est pour ça que j'ai souhaité vous rencontrer tous les deux, c'est que vous vous proposez plusieurs lectures dans ce livre. On peut le lire comme un roman d'espionnage, un thriller, sans forcément être très profond, et c'est très haletant, quoi. Et en même temps, derrière ça, il y a des vraies données historiques, et donc vous réparez finalement cette injustice du fait qu'il soit méconnu. C'était votre envie? Oui, le personnage le mérite, d'une certaine manière. Je pense c'est un scandale que Turing n'ait été pardonné, entre guillemets, par la reine d'Angleterre que l'année dernière. Il est mort en 1954. Effectivement, 2014-2015. Gordon Brown a exprimé de vagues regrets au nom du gouvernement anglais il y a déjà plusieurs années. Et c'est tout. Donc ça méritait bien un roman pour essayer de remettre un peu dans le contexte. Et puis, ce livre, ça permet de comprendre la Deuxième Guerre mondiale. Ça permet de comprendre d'où on vient, les frontières géopolitiques aujourd'hui, elles viennent de cette guerre, des conséquences de la guerre froide. Turing est au cœur de tout ça. Au-delà de ça, ça nous paraissait intéressant aussi de faire le lien avec le futur, avec ce monde numérique dans lequel on vit, qui progresse à une vitesse tellement grande que les gens ont du mal à comprendre. Les changements de paradigme tous les 6 mois, les gens sont paniqués, les gens ne comprennent pas vraiment. Donc on essaie de... Le but, c'est un bien grand mot, mais en tout cas l'ambition comme ça littéraire, c'était d'essayer de faire un panorama complet du passé et du futur.